Ok, si je vous dis Blair Witch, REC, Paranormal Activity, VHS ou encore Cloverfield, vous me répondez quoi? Ouais, bingo, ce sont tous des films en found footage. Le found footage qui se traduit par enregistrement trouvé, un sous-genre du cinéma d'horreur, mais pas que, qui consiste à placer la caméra comme un élément à part entière de l'histoire. Ce qui est un bon moyen pour immerger le spectateur quand c'est fait habilement, mais qui peut également lui donner une bonne gerbe quand dans des scènes de panique, la cam se met à trembler dans tous les sens. Ah, le found footage, véritable roi pendant les années 2000 capable de faire frissonner n'importe qui, aujourd'hui devenu le vilain petit canard de l'industrie, synonyme d'œuvre fauchée qui peine à se réinventer et à retrouver son public. Mais est-ce que c'est mérité? Je veux dire, est-ce que le found footage mérite toute cette haine? Est-ce que ce genre est vraiment en train de disparaître? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que du jour au lendemain, tout le monde se soit mis à cracher sur ce type de film? Eh bien, je vais tenter aujourd'hui de répondre à cette question. On va repartir à zéro, découvrir tous les premiers projets de ce style, son apogée et sa chute. Salut à tous, moi c'est Grim. Aujourd'hui, on va parler des found footage. Ah oui, et bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est que mon avis sur le sujet. Évidemment, si je critique tel ou tel film, ne vous offusquez pas, s'il vous plaît. So is this the only like blew up the train? No, a couple did. Some stayed on. Huh. Man, what is going on? Maybe you should have left town a little bit earlier, right? Oh, shit. Go, 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 go! Alors, les origines du found footage, ça pourrait remonter à la création des romans épistolaires, un genre littéraire né au XVIIe siècle qui a pour but de créer une histoire avec des échanges de lettres entre les personnages. Par exemple, le personnage numéro 1 va envoyer une lettre au personnage numéro 2 qui va lui aussi lui répondre par une lettre. C'est comme ça qu'est composé ce style de récit. Donc les romans épistolaires pourraient possiblement être la première forme de found footage dans l'histoire, même si sincèrement je suis pas des masses convaincu. Par contre, si on avance dans le temps, jusque dans les années 60 et plus particulièrement en 61, on peut trouver le tout premier film en found footage de l'histoire, Connection. The responsibility of putting together this material is fully mine. I did it as honestly as I could. Do you realize that hardly a day goes by without some item in the daily press concerning narcotics? C'est le tout premier long métrage de sa réalisatrice, Shirley Clarke, adapté de la pièce de théâtre de Jack Gelber. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jazz toxico qui accepte de se faire filmer pour un documentaire et qui raconte directement des anecdotes à la caméra. Un film qui à sa sortie fut bien parlé de lui, provoquant moult poursuites judiciaires. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit le tout premier film en found footage de l'histoire du cinéma. Suivi un peu plus tard en 1966 avec The War Game de Peter Watkins. À la base, la BBC avait demandé à Watkins de réaliser une simulation d'un lendemain d'une attaque nucléaire. Enfin ça, c'est si j'en crois Wikipédia, parce que j'ai pas réussi à trouver le film, et j'ai vraiment le seum parce que pour le coup, il m'attire vraiment et il a l'air excellent. Sans déconner, regardez-moi cette scène, que ce soit le mouvement de la caméra qui part dans tous les sens, les cris de terreur des personnages ou encore cet effondrement, bordel, ça me tente beaucoup trop. D'ailleurs, je vais en profiter pour jeter une bouteille à la mer, mais si quelqu'un sait où le regarder, s'il vous plaît, dites-le moi, j'en ai vraiment besoin. Bref, faisons un petit bond dans le temps pour arriver en 80, avec le premier film d'horreur à utiliser des séquences en found footage. Et il s'agit de... Oh putain, pas lui. Écoutez, professeur, c'est quand même le plus sensationnel documentaire qui a été tourné depuis des années. Or, vous voudriez qu'on le cache, qu'on n'en parle pas, comme s'il n'avait jamais existé. C'est ça que vous voulez? Oui. Cannibal Holocaust, comment ne pas parler de lui? Un film qui a traumatisé toute sa génération, dont la deuxième partie de celui-ci nous raconte les derniers jours d'un groupe de journalistes. Mais existe-t-il vraiment ou est-ce juste une légende? Après, vu comment ils sont cons, ça m'étonne pas trop. Un film qui lui aussi ne manquera pas de faire parler de lui, de par les animaux qui ont réellement été tués, ou encore avec les rumeurs qui laissaient penser que les acteurs eux aussi avaient été réellement éliminés. Mais bref, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, j'ai sorti une vidéo sur le sujet il y a quelques mois.
Même si elle a vraiment mal vieilli, il faut pas se cacher. Et même si j'aime pas Cannibal Holocaust, et bah force est de constater qu'il a le mérite d'être un des premiers de son genre. Et qu'on se rappelle encore de lui plus de 40 ans après sa sortie. Et ça, c'est pas donné à tous les films. Globalement, dans les années 80, on aura quelques métrages intéressants, comme Spécial Bulletin, qui raconte l'histoire d'un groupe vous avez capté, qui fout le bordel, et tout ça retransmis à la télévision. D'ailleurs, si vous voulez le voir, c'est dispo assez facilement sur YouTube. Et c'est plutôt intéressant d'ailleurs. En 89, on aura aussi The McPherson's Tape, c'est imprononçable sérieux, un film d'Alien, et 84C Mopic, un autre sur la guerre du Vietnam. Mais toujours dans la même décennie, voyageons un peu et partons au Japon. Ah, le Japon. Vous savez quels films sont sortis au Japon en 85? Non? Ok, alors petit indice, ce sont tous les deux des films de la catégorie torture porn. Je veux bien sûr parler de Guinea Pig, dont le premier volet, Devil Experiment, est en found footage. Premier épisode d'une longue saga. Dans celui-ci, une meuf va juste prendre cher pendant 40 minutes. Le tout filmé par les connards qui lui font subir tout ça. Elle va enchaîner torture sur torture, jusqu'au point de non-retour où un de ses assaillants va lui crever l'œil au scalpel. Ce qui reste la seule scène convaincante du film, par ailleurs. Bon, voici les gars, si. Évidemment que si. Voilà, tout ça pour dire que Guinea Pig c'est quand même un gros morceau dans le cinéma d'horreur japonais et que ses premiers pas étaient sous forme de fan footage. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo sur Guinea Pig, un de ces quatre. Ok, maintenant parlons des années 90. Dans cette décennie, le public a eu le droit à un petit peu plus de contenu à se mettre sous la dent. Même s'ils sont globalement tous différents et ont tous leurs qualités et leurs défauts, eh bien j'en ai retenu 3. Tout d'abord, The Last Broadcast, une sorte de Blair Witch avant l'heure. C'est arrivé près de chez vous, qui est un excellent film d'ailleurs, mais on va en reparler un peu plus tard. Et évidemment, s'il y a bien un métrage qui a grandement influencé le genre, c'est bien le projet Blair Witch. And hunted. I love you, Mom. Dad. I'm so sorry. Le projet Blair Witch, vous le connaissez forcément celui-là, que ce soit grâce à ces rumeurs qui laissaient penser que tout le contenu du film était de vrais enregistrements retrouvés, ou encore plus simplement grâce à son statut d'œuvre aujourd'hui culte. Mais s'il y a bien quelque chose que je trouve incroyable avec ce métrage, c'est bien ses résultats. Si dans ma vidéo sur Terrifier j'avais acclamé le fait que le premier opus ait eu un petit succès et que le réal s'est quand même bien démerdé avec seulement 34 budgets, ah bah... autant dire que sur ce point, le projet Blair Witch m'a fait péter un câble. Puisque n'ayant que 60 000 $ de budget, il en a rapporté quasiment 250 millions. Sans déconner, le fait qu'un petit film indépendant comme ça, sorti de nulle part, se pointe et décide de péter la gueule à tous les autres gros films de l'époque, ça me fait quand même bien marrer. Et ça me fait par la même occasion beaucoup penser à l'arrivée de Mad Max au cinéma. Mais oui, vous savez, le petit projet australien qui sort d'on ne sait où, et d'où la saga fait maintenant partie des plus importantes du cinéma. Alors oui, y a aucun rapport, mais j'aime beaucoup Mad Max. J'aime beaucoup Mad Max. Bref, tout ça pour dire qu'en 99, un film qui a quasi rien coûté est arrivé sur le devant de la scène et a rapporté énormément d'argent. Attends, faire des films pour pas cher qui vont ramener un max de pognon ? On en arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. Quand le projet Blair Witch est arrivé et a tout cassé, les gros studios ont alors chopé une bonne technique pour faire de l'argent facilement. Faire du fun footage en gros. De 1999 jusqu'au début 2010, le public ne bouffait que ça. De l'horreur, de la catastrophe, de l'humour, en passant par le film d'ado, il y en a pour tous les goûts. Cette période me fait d'ailleurs beaucoup penser à celle qu'on vivait il y a pas si longtemps que ça, avec la mode des films de super-héros. Période où le box-office entier n'était quasi que alimenté par ce genre. Ah, globalement il se passait pas un mois sans qu'on ait le droit à un nouveau Marvel ou DC, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Parmi cette ribambelle de films en fan footage qu'on voyait de plus en plus apparaître, c'était inévitable qu'il y en aurait des moins bons que d'autres, pour rester poli. Ce film est une merde! Alors globalement, si vous avez envie de découvrir ce genre sans devoir vous taper les films pas terribles, je vous ai concocté une petite liste de mes œuvres en fan footage préférées, en vous parlant de leurs défauts et de leurs qualités. Alors évidemment, blablabla, c'est que mon avis, c'est subjectif, vous connaissez la chanson, je devrais même pas avoir à le préciser, mais bon. En tout cas, tout d'abord, on va parler des films les plus mainstream et connus pour petit à petit nous intéresser à d'autres un peu plus obscurs. 3 étudiants en cinéma décident de réaliser un documentaire à propos d'une sorcière. Ils vont alors interroger la population locale à ce sujet et décider d'entrer dans une forêt seulement, ils donneront plus de nouvelles. Un an plus tard, leurs caméras seront retrouvées et pour savoir ce qui s'est passé, vous devrez regarder le film. Alors oui, globalement c'est encore le projet Blair Witch, mais si j'ai choisi ce film, c'est parce que déjà il est vachement bien, et en plus ça permet de faire la transition avec le chapitre précédent de la vidéo. En plus, si selon moi il est nécessaire de le regarder, c'est avant tout par son réalisme. Si les dialogues entre les personnages semblent aussi naturels, c'est bien parce qu'ils le sont. Le script du film comporte 25
pages et parmi celles-ci, aucune ligne de dialogue n'y figure. C'est-à-dire que oui, vous avez bien compris, tout ça c'est de l'impro. D'ailleurs le métrage ne fait pas naturel que dans ses dialogues, puisque les réalisateurs ont bien veillé à faire péter un câble à leurs acteurs. Déjà, ils leur ont fourni que très peu de nourriture, ce qui est déjà pas très gentil, mais surtout je vais vous demander de regarder cette scène. Alors, on pourrait se dire que des gars ont juste secoué la tente dans tous les sens et que les cris d'enfants ont été rajoutés au montage. Sauf que non. En fait, les réalisateurs, ces petits filous, ont placé des enceintes dans la forêt et ont juste fait défiler des sons qu'ils avaient enregistrés quelques jours avant. Alors, dit comme ça peut paraître un peu con, mais mettez-vous à leur place. Quand t'es dans un tournage où globalement tu bouffes pas beaucoup et t'es en train de plus en plus péter un câble chaque jour, et que en plus de ça, des connards décident de te réveiller en pleine nuit pour faire cette scène, je peux comprendre que tu sois un petit peu à cran. Même si le projet Blair Witch a selon moi quelques petits problèmes de rythme, je vous le conseille vivement. Parce qu'en plus des personnages qui sont du coup très réalistes et de la tension qui monte crescendo, et bah croyez-moi, rien que la performance des acteurs risque de vous marquer. Quittons maintenant les États-Unis pour nous rediriger en Europe et plus particulièrement en Espagne. Et partons à la rencontre de Claire Redfield. Angela Vidal. Ah oui, pardon, j'ai confondu. Dans Rec, vous allez suivre les péripéties de... Angela Vidal. Oui bon, ta gueule, on a compris. Une journaliste qui, filmant à la base des pompiers pour son émission, se retrouva très vite prise au piège dans un bâtiment infesté de zombies. Ah oui ok, donc là pour le coup c'est vraiment du Resident Evil quoi. Une mise en scène soignée, des personnages humains et intéressants, un rythme aux petits oignons et tout ça accompagné de morts vivants terrifiants dans un huis clos totalement excellent. Oh c'est beau putain. Si Rec n'est pas un film d'horreur sans défaut, selon moi la perfection il la frôle de très près. Et si vous vous posez la question, sa suite, Rec au carré, ah non, pardon, c'est Rec 2, est-elle aussi excellente. Retraçant les événements du premier sous différents points de vue de nouveaux personnages. On va parfois suivre des militaires suréquipés, parfois de simples adolescents sans défense. Rec 2 est une des rares suites que je considère comme quasiment aussi bonne que l'original. Et ne venez pas me parler d'Alien 2, je vais m'énerver. Get away from her, you bitch! Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais depuis que je suis petit, je suis fasciné par les monstres géants. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Jurassic Park, j'ai grandi avec le Godzilla de 2014 et c'est en partie grâce à lui que j'adore voir des créatures gigantesques au cinéma. Que ce soit pour se foutre sur la gueule ou pour plus simplement tout détruire, j'adore ça, c'est mon petit plaisir coupable. Alors vous imaginez bien que quand j'ai découvert Cloverfield pour cette vidéo, j'étais comme un gosse. Alors qu'un groupe de jeunes fête le départ de leur pote qui vient de décrocher un nouveau travail au Japon, un monstre gigantesque décide d'attaquer New York. Et nos protagonistes vont alors tout devoir faire pour éventuellement ne pas mourir, ce qui s'avère être un petit peu compliqué d'ailleurs. Voilà, pour ne pas trop en dire non plus, c'est ça le pitch du film, et c'était un putain de bon film, franchement j'ai vraiment bien aimé. Déjà j'ai été surpris quant à la manière dont c'est filmé, les mouvements ne sont ni trop brouillons ni trop parfaits, ce qui donne un bon sentiment de réalisme sans que le spectateur n'ait pour autant envie de gerber, et ça c'est pas tous les films du genre qui y arrivent. Quant aux personnages, bah c'est du vu et revu certes, rien de nouveau, mais pour autant ils sont agréables à suivre. Ils ont des réactions réalistes et ont même le mérite de ne pas être insupportables, ce qui dans le cinéma d'horreur est un très bon point. Et pour finir, putain, la CGI est d'une qualité monstrueuse, sans faire de mauvais jeux de mots. Alors, sans encore une fois rentrer dans les détails, car honnêtement je manque un peu de connaissances dans le monde des effets spéciaux numériques, et bah franchement, Cloverfield c'est très agréable à regarder, et je pense que vous l'avez compris, bah moi je l'aime beaucoup ce film. Et ça même s'il y a quelques plans qui m'ont fait péter un câble, comme par exemple celui-ci, où on a globalement un gros plan sur la tête du monstre. Monstre que le réalisateur a jusque-là bien fait de ne pas trop nous montrer, afin de faire marcher notre imagination. Ouais, tu peux avoir un jeu de mouvement avec ça, tu vois, t'as pas vraiment... Et hop, quand tu sors... Non, c'est moi. Avoir un peu de mousseux. C'est rigolo, hein. Et oui, nous aussi, le public francophone, on a eu le droit à nos petits fun footage plutôt sympas. Comme par exemple avec le Babysitting de Philippe Lachaud, sorti en 2014, qui est un très bon film au passage. Mais là, pour le coup, j'ai envie de vous parler d'un film belge, qui plus est un de mes coups de cœur, et par la même occasion, mon film préféré de Benoît Paul Voorde. Non, franchement, désolé, j'arrive pas à prononcer son nom, c'est... J'ai du mal avec les noms de famille. C'est arrivé près de chez vous nous raconte l'histoire d'un groupe de cinéastes qui filme un documentaire sur un assassin. On va donc y suivre toute sa vie et son quotidien. Et sérieux, j'aime trop ce film et vous devez le voir. Flirtant habilement entre humour noir et scènes d'horreur bien stressantes, C'est arrivé près de chez vous est réellement un incontournable. Le personnage de Ben est réellement une pourriture. Il tue les vieux comme les enfants, n'a aucun scrupule,
Mais malgré tout, ça reste un personnage ultra intéressant à suivre, de par sa mentalité et ses actes. Bref, il faudra vraiment que je dédie une vidéo à ce film, parce que, il le mérite. Mais pour rester dans le thème des documentaires sur des tueurs en série, je vais maintenant vous parler d'un film qui m'est très à cœur, et que je considère à titre personnel, et je dis bien titre personnel, comme le fan footage le plus réaliste que j'ai vu. Et carrément, ce film, je lui dédie un chapitre entier de la vidéo, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et que je suis amoureux de ce métrage. Bref, laissez-moi vous parler du trop peu méconnu de Poughkeepsie Tapes. I had a tenant in this house here who was a very terrible person. This is the house where they found the Poughkeepsie tapes. Un film qui connut une distribution assez difficile. Même s'il fut fin prêt en 2007, personne ne voulait de lui. D'abord projeté en avril de la même année au festival de Tribeca, un événement rassemblant moult projets indépendants, sa sortie initialement prévue en 2008 fut annulée par la firme du Lion Doré, craignant sa soi-disant extrême violence. Et puis en 2014, il fit une brève apparition sur des plateformes de vidéos à la demande, avant de, encore une fois, se faire jeter à la porte. Jusqu'à ce qu'en 2017, il obtienne enfin une sortie en DVD et Blu-ray. Alors qu'il fouille la maison abandonnée d'un tueur en série, la police découvre à l'intérieur plus de 800 cassettes. On en a en tout pour plus de 24 000 heures de contenu atroce. Enlèvement, meurtre ou encore torture en tout genre. Le spectateur va alors tout découvrir sur cette sordide affaire. De Poughkeepsie Tapes m'a impressionné, et chez les fans d'horreur, le résultat a l'air d'être à peu près le même. Pourtant, la critique, elle a pas l'air de le porter dans son cœur, jugeant le rythme trop mou, se plaignant que le visuel est atroce même pour du fan footage. Un internaute se dira même déçu de ne pas en savoir plus sur les motivations du tueur et pointera ce détail du doigt comme d'un véritable défaut. Et bah putain. Bon, alors pour ce qui est du rythme, à la limite je peux comprendre, bien que ça m'ait pas dérangé. Mais par contre, dire que le visuel du film est atroce, c'est du pur foutage de gueule. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire, mec, redescends sur terre, t'es un gamin, t'es né avec les plateformes de streaming et tu crois nous apprendre quelque chose. Et bah désolé à tous ceux qui voulaient me dire ça, j'ai peut-être passé pour un connard arrogant, mais j'ai pas besoin d'avoir 30 ou 40 ans pour savoir qu'à force de rembobiner une cassette, et bah la bande elle va se détériorer. Et justement, s'il y a autant de parasites à l'écran, c'est parce qu'en plus de filmer ses meurtres, notre tueur est un pervers, et il aime revisionner ses actes. Vous voyez donc où je veux en venir, si l'image paraît aussi dégueulasse, c'est sûrement parce qu'il a rematé un bon nombre de fois ses crimes. C'est pour ça que le reste du film, quant à lui, est aussi clean et propre, car ce sont des images tournées par des vrais cinéastes. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce gars les a toutes regardées au moins plusieurs fois. Pour ce qui est du soi-disant défaut quant à la motivation du méchant, enfin les gars, c'est pas possible, vous le faites exprès là. Enfin, je veux dire, le mec est un psychopathe et a plus de 800 cassettes de contenu horrible. Vous pensez vraiment qu'il a besoin d'avoir des motivations? Sa seule raison de vivre, c'est justement de tuer. Et puis si avoir de bonnes motivations était suffisante pour faire un bon méchant, ça se serait, hein. Mais bref, j'ai découvert de Poughkeepsie Tapes en traînant sur YouTube, et là-bas, on me l'a vendu comme, je cite, le film le plus gore de la planète. Ouais, oui, rien que ça. Mais vous imaginez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour sa réputation purement exagérée. C'est pour sa mise en scène et les thèmes qu'il aborde. On va donc reprendre depuis le début. Quand vous lancez le film, qu'est-ce qui vous saute aux yeux immédiatement ? Exactement, j'ai l'impression d'être sur Arte, j'ai l'impression de regarder un vrai documentaire. Alors oui, je vais encore me répéter, mais l'immersion, la sensation de réalisme, elle est incroyable. Pour la première fois de ma vie en regardant un film, j'ai eu l'impression de regarder un vrai documentaire, car The Poughkeepsie Tapes est clairement représenté comme tel, et ça fait du bien. Le métrage possède de ce fait une ambiance bien lourde et malsaine, parce qu'étant donné que ce qu'on regarde paraît réel, quand on assiste aux extraits de ces fameuses cassettes, et bah je peux vous dire qu'on stresse vraiment quant à ce qui peut arriver aux victimes, même si au fond, on sait que c'est de la fiction. Ce qui m'amène à un autre point qui me fait adorer cette œuvre, son antagoniste. Alors, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez vu le film, le mec est un vrai taré. Que ce soit de par son tempérament pouvant passer de calme absolu à grosse crise de nerfs tel un enfant, ou par son fétichisme des ballons qui me fait mourir de rire tellement il est bizarre. Ou même par son arrogance qui m'a fait péter un câble durant cette scène. If there's anything I can do to help, just please let me know. Wait. Wait. Oh my god. Oh my god. Oh mais quel enfoiré sérieux. En parlant de scènes qui m'ont fait péter un câble, j'en ai une autre à vous montrer. Alors un peu de contexte s'impose. Après avoir stalké une femme pendant plusieurs jours, le tueur décide de passer à l'acte. Il s'introduit donc dans sa maison, il passe une bonne partie de la nuit et tue le copain de notre future victime devant ses yeux. Et puis, il se passe ça.
Cette scène est une vraie scène d'horreur, le genre de scène que je veux plus voir dans le cinéma horrifique. C'est simple, c'est de la pure terreur. Bon, pour finir concernant ce film, je vais très brièvement parler du soi-disant côté gore de celui-ci. Soyons clairs, The Poughkeepsie Tapes est très loin d'être le fameux film le plus gore de la planète, comme certains osent vous le dire. Franchement, je vais être honnête, un saut à côté, c'est une putain de boucherie pour vous dire. Alors, le film est quand même vachement cru et violent, mais si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes habitué aux films d'horreur. Alors bon, la violence au cinéma, vous devez connaître. Mais bref, je pense avoir fait le tour du sujet concernant ce film, donc on va en revenir au sujet principal de la vidéo. Je me suis quand même pas mal égaré, non ? Avec tous les exemples que je vous ai présentés plus tôt, on est en droit de se demander pourquoi les films en found footage se font de plus en plus rares. Et bien, à cette question, je vais essayer d'apporter mon avis. Déjà, des films en found footage, on en a encore, mais beaucoup moins qu'à l'époque des années 2000. Donc si le genre au cinéma n'est pas tout à fait mort, comme l'est par exemple le western de nos jours, il se porte quand même plutôt mal. Et bah pour moi, il y a plusieurs grandes raisons à ça. Ça paraît évident, le public s'est lassé de voir des métrages qui globalement se ressemblent tous. Sans déconner. Bon, alors vous l'avez sans doute remarqué tout à l'heure, mais le pitch est quand même vachement similaire entre pas mal d'œuvres. Le plus souvent, ça parle d'une équipe de jeunes qui partent tourner un documentaire dans un lieu spécial, et en général, c'est là qu'il se passe des trucs paranormaux. Coucou Blair Witch, Trollhunter, Grave Encounters ou encore bien d'autres. Alors on a aussi ce type de film où le personnage est censé filmer des situations quotidiennes et où ces mêmes situations vont petit à petit partir en couille. Alors là je pense par exemple à Rec, Cloverfield ou encore Creep. Alors évidemment il y en aura toujours pour sortir du lot, mais globalement les films en found footage ça galère un peu à trouver de nouvelles idées originales. Et selon moi le second point c'est que en face la concurrence est quand même plutôt rude. Par exemple pendant la grande période où le genre était à son prime, c'est-à-dire fin des années 2000, début 2010, eh ben on avait évidemment de très bonnes œuvres, mais en face il y avait des gros films comme Insidious, Conjuring ou même les remakes d'Halloween. Et en vrai je pense qu'entre aller voir Insidious ou le dernier exorcisme au cinéma, la question est vite répondue. Donc oui, pour faire simple, je pense, et je dis bien je pense que si le found footage a disparu aujourd'hui, c'est en partie à cause de la difficulté qu'a le genre à se renouveler. Et de la concurrence en termes de films, sachant que j'ai pris l'horreur comme exemple, mais cette période c'est aussi celle de la montée en puissance du genre des super-héros, coucou Avengers et Batman. Même si ici on est fan de films d'horreur, je vais pas vous mentir qu'entre aller voir Paranormal Activity et Avengers... Bon, on pourrait également parler des suites qui décident carrément d'abandonner le found footage pour se tourner vers du ciné plus classique, comme par exemple avec Rec 3 ou Blair Witch 2, ce qui aura vachement réussi en tout cas. Après on a aussi des suites qui restent dans le style du found footage mais qui pour le coup sont juste pas bien. Alors là je pense en effet à Paranormal Activity, le premier épisode est vachement cool, c'est truffé de bonnes idées etc. On pourrait donc en attendre pareil des suites. On pourrait. Sauf que non, globalement chaque nouveau film de cette saga c'est exactement le même que le premier avec 2 ou 3 nouvelles idées qui puent la merde. C'est juste nul. Et j'ai pris l'exemple de Paranormal Activity parce que c'est ce qui me paraît être le plus connu, mais ça s'applique à énormément d'autres franchises. Encore une fois, c'est que mon avis sur la question, et si vous avez vous aussi des choses à ajouter sur le sujet, je vous invite sincèrement à me faire part de votre point de vue dans l'espace commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment. Bon, si pour moi c'est clair qu'au cinéma le found footage c'est un peu foutu, qu'en est-il d'internet? Parce qu'en soi c'est un genre ultra accessible. Franchement, tout le monde peut filmer n'importe quoi de nos jours, que ce soit avec une caméra ou plus simplement avec nos téléphones, alors avec un peu d'idées on peut forcément faire des trucs sympas. J'ai alors décidé de me tourner sur YouTube, et bordel que c'est cool. Est-ce qu'Internet pourrait être la solution? Oh shit! Oh. En vrai, ouais, je pense. Bon, alors vous avez sans doute déjà vu cette vidéo, celle-ci a déjà 11 ans, et c'est la création de 4 étudiants. Mais bref, si je vous en parle, c'est pour vous faire remarquer qu'en 2012, et sûrement peut-être avant, on faisait déjà des sortes de courts-métrages en found footage. Aujourd'hui, sur la plateforme, du contenu de ce style, on peut en trouver énormément, que ce soit sur la fondation SCP, Siren Head, les Backrooms ou encore Jurassic Park. Oui, ça existe vraiment. Certaines séries sont même devenues cultes, comme Marble Hornet, Mandela Catalogue ou encore putain de Alan Tutorial. Hey YouTube, thanks for coming to YouTube. Ce style est beaucoup plus présent que ce que vous pensez. Tout ça m'a amené à me poser une question d'ailleurs. Au final, est-ce que ce genre n'aurait pas plus sa place sur internet plutôt qu'au cinéma? De nos jours, quand on regarde un film, on s'attend à voir une belle histoire avec un cadre joli et travaillé. Bref, le contraire du found footage. La caméra bouge dans tous les sens, l'action est incompréhensible et la qualité de l'image laisse souvent à désirer. En somme, c'est un peu l'inverse du cinéma classique, non? Alors que quand on regarde une vidéo d'un vlog sur YouTube par exemple, on s'en fout. Je pense que ce style, contrairement à ce que vous pensez, a bien évolué, car si au cinéma c'est pour moi une évidence que ça n'aura plus jamais le même impact, sur internet, je suis convaincu qu'en revanche, ce n'est que le commencement. Enfin, sans déconner, il y a qu'à voir les retours sur les vidéos exploration des backrooms pour comprendre que le found footage n'est clairement pas encore mort.